Cyril et Méthode, on entend souvent ces noms, mais qui étaient-ils vraiment? Eh bien, ce sont deux frères qui, au IXe siècle, ont mené une mission qui a littéralement redessiné la carte culturelle et linguistique de toute l'Europe de l'Est. C'est leur histoire qu'on explore aujourd'hui. Alors, la question est posée, comment est-ce qu'on fait pour écrire une prière, ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, dans une langue qui n'a tout simplement pas d'alphabet? C'est un véritable casse-tête, non? Et pourtant, c'était le défi monumental de millions de personnes au IXe siècle. Il faut s'imaginer ça, un peuple entier, avec sa langue, sa culture, ses histoires, mais absolument aucun moyen de les mettre par écrit. Et attention, ce n'était pas juste un petit problème pratique, un simple inconvénient. Non, c'était bien plus grave que ça. C'était une véritable crise, une menace existentielle. Parce que sans écriture, leur identité même risquait tout simplement d'être effacée, absorbée par les grands empires qui les entouraient. Bon, pour bien comprendre, il faut qu'on se plonge dans le contexte. On va donc s'intéresser à ce peuple sans mots. Direction la Grande Moravie, qui à l'époque est un véritable carrefour, un point de friction politique et religieux. La situation, il faut le dire, était explosive. D'un côté, on a les tribus slaves, en plein cœur de l'Europe, et de l'autre, les grandes puissances de l'époque, surtout l'Empire franc à l'ouest, qui pousse, qui veut étendre son influence, et comment? Principalement par la religion. Des missionnaires chrétiens arrivent, mais ils prêchent en latin, une langue que les populations locales ne comprennent absolument pas. La peur, elle est donc double. Non seulement une absorption culturelle, mais aussi et surtout une perte d'indépendance politique. Face à cette pression, en 862, le prince de Grande Moravie, Rastislav, fait un pari audacieux. Il envoie un message, une sorte de SOS, à Constantinople, le siège de l'autre grande puissance, l'Empire byzantin. Sa demande est simple mais révolutionnaire. Envoyez-nous des gens qui peuvent nous enseigner le christianisme, mais dans notre propre langue. C'est un coup de génie politique pour essayer de préserver son autonomie. Et qui Constantinople va-t-elle choisir pour cette mission si délicate, si monumentale? Pas n'importe qui. Ils vont choisir deux frères, un duo qu'on pourrait qualifier de parfait, le philosophe et l'administrateur. Ces deux frères, c'est vraiment l'équipe de choc. D'un côté, on a Constantin, le cadet. C'est l'érudit, le cerveau. On le surnommait le philosophe à Constantinople, ce qui n'est pas rien. Un diplomate brillant, un académicien. De l'autre, son grand frère, Méthode. Lui, c'est le pragmatique, l'homme de terrain. Il a été administrateur, il sait comment les choses fonctionnent dans le monde réel. L'un a la vision, l'autre a le savoir-faire pour la concrétiser. Parfait, je vous dis. Et si on regarde leurs origines, on comprend tout de suite pourquoi c'était les hommes de la situation. Ils sont nés à Thessalonique, dans l'Empire byzantin. C'était une ville bilingue, où le grec de l'élite se mêlait au dialecte slave parlé par une partie de la population. Donc ils parlaient couramment ce dialecte, probablement grâce à leur mère. Ils ont eu l'éducation la plus prestigieuse à Constantinople, mais ils n'ont jamais perdu cette connexion intime avec la langue slave. Ils étaient le pont parfait entre deux mondes. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire, le moment où leur génie va littéralement exploser. La création d'un alphabet pour les Slaves. Mais avant même de désigner des lettres, il fallait une base, une langue unifiée. C'est là qu'ils ont fait un travail incroyable. Ils ont pris le dialecte slave qu'ils connaissaient, celui de la région de Thessalonique, et l'ont formalisé pour en faire la toute première langue littéraire slave, ce qu'on appelle le vieux slave. Et ce qui est génial, c'est que cette langue était suffisamment proche des autres dialectes pour être comprise par la plupart des Slaves de l'époque. Et donc, pour écrire cette langue, il leur fallait un alphabet. Et c'est là qu'ils inventent quelque chose de totalement révolutionnaire. Et attention, petite précision importante, ce n'est pas l'alphabet cyrillique qu'on connaît aujourd'hui, non. Leur toute première création, c'est l'alphabet glagolitique. Un système de lettres complètement nouveau, original, conçu sur mesure pour retranscrire parfaitement tous les sons si spécifiques de la langue slave. Et tout ça se passe à une vitesse folle. La date à retenir, c'est 863. C'est l'année où les deux frères débarquent en Grande Moravie. Pensez-y, la demande du prince Rastislav date de 862. En moins d'un an, ils ont non seulement inventé un alphabet de A à Z, mais ils ont aussi déjà traduit les textes religieux les plus importants. Ils n'arrivent pas les mains vides, ils arrivent avec les outils pour transformer toute une culture, la faire passer de l'oral à l'écrit. Évidemment, une telle révolution ne pouvait pas passer inaperçue. Leur arrivée et leur travail vont déclencher une opposition, mais féroce. On entre dans ce qu'on pourrait appeler la guerre des langues. L'argument principal de leurs opposants, le clergé franc, est simple, direct et à l'époque très puissant. Pour eux, il n'y a que 3 langues sacrées. Les 3 langues qui étaient sur l'écriteau de la croix du Christ. L'hébreu, le grec et le latin. Point final. Prier Dieu en slave, pour eux, c'était tout simplement une hérésie. Et leur parcours va devenir une véritable épopée, avec des hauts et des bas incroyables. Regardez ça, en 867, ils sont convoqués à Rome pour s'expliquer, pour défendre leur travail. Tout le monde pense qu'ils vont être condamnés. Et là, coup de théâtre. En 869, le pape Adrien II non seulement les écoute, mais il approuve officiellement l'usage du slave dans la liturgie. C'est une victoire monumentale. Mais
La joie est de courte durée. La même année, Constantin, épuisé par le voyage et les combats, tombe malade, devient moine sous le nom de Cyril et meurt à Rome. Et comme si ça ne suffisait pas, l'année suivante, Méthode est capturé par des évêques allemands et jeté en prison pour 3 ans. Méthode finira par être libéré, grâce au pape d'ailleurs. Mais il est seul maintenant. Son frère, son partenaire, n'est plus là. Et pourtant, il ne va rien lâcher. Il va continuer la mission, seul, pendant plus de 15 ans, jusqu'à sa propre mort en 885, en faisant face sans arrêt à l'hostilité de ses adversaires. À la mort de Méthode, on pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, que tout leur travail va disparaître. Mais c'est là que leur héritage va prendre un virage complètement inattendu et finalement devenir encore plus immense. Alors, que se passe-t-il ? Après la mort de Méthode, ses disciples sont chassés de Grande Moravie. La liturgie slave y est interdite. Le latin revient en force. On pourrait appeler ça un échec total. Mais, ironiquement, c'est cet exil qui va sauver leur œuvre. Les disciples trouvent refuge dans le premier empire bulgare. Et là, en Bulgarie, leur travail est non seulement accueilli à bras ouverts, mais il est préservé, développé, il s'épanouit. C'est même là qu'un nouvel alphabet va être mis au point, plus simple, basé sur le grec, le cyrillique. Et il sera nommé ainsi en l'honneur de Cyril, celui par qui tout avait commencé. Et à partir de là, l'effet boule de neige est impressionnant. La Bulgarie devient le nouveau centre de cette culture littéraire slave. De là, elle se propage à la Serbie, à la Russe de Kiev et à beaucoup d'autres peuples slaves. L'héritage des deux frères dépasse de très loin la Grande Moravie. Juste pour que ce soit bien clair, c'est important de distinguer les deux. Le glabolitique, c'est l'alphabet original, l'invention de Cyril. Ces lettres sont très complexes, vraiment uniques. Le cyrillique, c'est la version 2.0, si l'on veut, développée plus tard par ses disciples. Il est beaucoup plus simple, car il s'inspire largement de l'alphabet grec. Et c'est cette simplicité qui va lui permettre de se diffuser si largement et de devenir la base de tant d'alphabets qu'on utilise encore aujourd'hui. L'impact à très long terme de tout ça est vertigineux. En fait, en donnant au peuple slave une écriture et une langue liturgique qui leur sont propres, différentes du latin utilisé à l'Ouest, leur travail a tracé une ligne de partage culturel en Europe. Et cette importance est aujourd'hui universellement reconnue. En 1980, un geste très fort a été posé par le pape Jean-Paul II, qui était lui-même slave, lorsqu'il a déclaré Cyril et Méthode copatrons de l'Europe. Un symbole magnifique, qui les présente comme des ponts entre l'Est et l'Ouest, des figures d'unité pour tout le continent. Pour résumer, leur héritage est tout simplement incalculable. Ils ont donné à des centaines de millions de personnes bien plus que des lettres. Ils leur ont donné une langue écrite. Ils ont posé les fondations sur lesquelles des cultures nationales entières ont pu se construire. Et leur alphabet, sous sa forme cyrillique, est toujours utilisé de nos jours, de l'Europe de l'Est jusqu'en Asie centrale. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. L'histoire de Cyril et Méthode le montre bien. Un alphabet, ce n'est pas juste une série de symboles. Ça peut être un acte de résistance, un outil pour préserver son identité, un acte de libération. La question qu'on peut se poser, c'est à quel moment de simples lettres cessent d'être de l'encre sur une page pour devenir le cœur battant de toute une culture ?